Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, et l'invité politique de Territoire d'Info ce matin sur Public Sénat Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est Clémentine Autain. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France et vous êtes soutien de Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être avec nous pour vous interroger à mes côtés ce matin. Véronique Jacques qui est de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous. Clémentine Autain, la France a-t-elle eu raison d'accueillir le ministre des Affaires étrangères turc pour un meeting de soutien au référendum du président turc Erdogan ce week-end? Je pense que la France devrait avoir une parole ferme, claire, contre le régime d'Erdogan, qui est un régime autoritaire, contre lequel mon mouvement politique se bat. Et donc, je ne partage pas l'attitude de la France à l'égard de ce régime politique contestable. Et ça veut dire là que le gouvernement, François Hollande, s'est montré faible, que la France cautionne finalement le glissement autoritaire du président Erdogan? C'est pas la première fois en réalité que la France cautionne ce régime. On l'a vu dans différents épisodes récents. On n'entend pas beaucoup la voix de la France contester ce régime et c'est une occasion ratée de plus. Donc oui, je trouve assez inquiétant l'attitude de la France. Jean-Luc Mélenchon, président, aurait interdit ce meeting. Je ne sais pas, il faut lui poser la question. Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les forces politiques qui soutiennent la candidature de Jean-Luc Mélenchon sont de façon récurrente présentes dans des meetings en France qui contestent le régime d'Erdogan et qui... pourquoi on le conteste, D'abord parce que la façon dont sont traités les opposants politiques est totalement insupportable, qu'il y a une chasse aux Kurdes que nous contestons également. Donc bon, je ne vais pas faire l'ensemble de tout ce que nous contestons dans ce régime, mais en tout cas, je crois qu'il y a... place pour une voix forte de la France qui défend normalement les libertés publiques. Pour en venir justement à la campagne de Jean-Luc Mélenchon que vous soutenez, alors il faut prendre avec des pincettes les sondages. Aujourd'hui, il est autour de 12-13%. C'est en gros le score qu'il avait fait il y a 5 ans. Comment vous expliquez qu'il semble plafonner un peu aujourd'hui? Il a critiqué le bilan pendant 5 ans de François Hollande, que vous critiquez toujours aujourd'hui. Mais on pourrait imaginer que votre candidat devrait récolter les fruits de tout ça. Et en fait, apparemment pas. C'est un ancien ministre de François Hollande qui semble favoriser. C'est un peu bizarre, non? Alors écoutez, je pense que 5 ans de bilan catastrophique pour la gauche, ça pèse sur les épaules de toute la gauche. Et moi, je peux vous dire, je le vois, je suis candidate à l'élection législative en Seine-Saint-Denis et tous les jours, le bilan de ce gouvernement est reproché à la gauche. Donc, faut quand même prendre la mesure de ça. Alors évidemment, nous n'avons pas soutenu ce gouvernement. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, nous l'avons contesté depuis le début. Et donc évidemment, on n'a pas la même perte. C'est-à-dire que le score qui est crédité aujourd'hui dans les sondages pour Jean-Luc Mélenchon est supérieur au score qu'il a réalisé la dernière fois. Donc, et en revanche, le candidat issu des rangs socialistes, même s'il se trouve que c'est un candidat, et c'est une bonne chose, il faut le dire, le fait que Benoît Hamon, à la surprise générale, ait gagné la primaire du Parti socialiste. Il y a un insoumis et un frondeur. C'est un peu bizarre qu'ils soient adversaires ou concurrents. Oui, mais enfin, moi je prends acte du fait que le peuple de gauche qui s'est mobilisé dans cette primaire a en tout cas choisi un candidat qui ne soutient pas la politique gouvernementale, qui en a pris ses distances de façon claire, et je crois que c'est une bonne chose. Pour autant, on voit quand même que vous avez du mal à... Pour autant, le candidat socialiste, quand même, le score dont il est crédité aujourd'hui, c'est quand même moitié moins de ce qu'a fait François Hollande. Donc j'ai pas l'impression, je pense que notre candidature résiste mieux parce qu'elle a pour elle une forme de cohérence. Alors cela dit, sur votre campagne, la campagne de Jean-Luc Mélenchon, il a eu ses 500 signatures, mais enfin quand même il a eu un petit peu de mal et les communistes disent c'est grâce à nous qu'il peut se présenter. Ce qui est sûr, c'est que parmi les 500 signatures, il y a beaucoup de signatures d'élus communistes. Donc voilà, il a aujourd'hui ces 500 signatures, oui, mais il y a quand même avec beaucoup d'élus communistes qui le soutiennent, bien sûr. Cette campagne 2017, parce qu'en 2012, c'est plus fluide, notamment avec les communistes, alors que là, on voit pour les législatives qu'il y a des candidats de la France insoumise qui se présentent contre des candidats communistes sortants. Pas très joli quand même quand on veut jouer l'unité de la gauche. Je suis bien d'accord avec vous. Je pense que la façon dont les choses se sont jouées au démarrage de cette candidature ne sont pas aussi vertueuses qu'en 2012. Pour autant, on est à quelques semaines maintenant. Oui, mais alors la faute à qui quand vous dites que c'est pas aussi vertueux qu'en 2012? Ah, alors là, si vous avez 2 heures, on fait la liste des responsables. Il n'y a pas de problème. Je prends un café avec vous. Jean-Luc Mélenchon fait campagne, c'est-à-dire je suis dans mon couloir, j'écoute pas Benoît Hamon, j'écoute pas les communistes.
Écoutez, on est à quelques semaines du premier tour. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Il faut qu'on réussisse cette présidentielle et que la candidature de Jean-Luc Mélenchon soit le plus haut possible. Parce que, y compris pour les législatives des uns et des autres, ça aura un impact. Et surtout, pour le pays, le rapport de force ne sera pas du tout le même. Donc, moi, je veux que cette campagne soit réussie. Je regrette qu'on n'ait pas un cadre plus large. Je regrette qu'on n'ait pas réussi à aboutir dans les discussions avec Benoît Hamon. Mais en même temps, le calendrier fixé par François Hollande, qui fait que cette désignation a lieu à quelques semaines du dépôt des candidatures, rend les choses difficiles. Donc les responsabilités, si c'est ça votre question, elles sont partagées. Nous avons toutes et tous le devoir de rassembler. Elles pourraient être partagées si aucune gauche n'est au deuxième tour. Vous aurez aussi une part de responsabilité. Oui, mais tout le monde aura une part de responsabilité. Je peux vous dire que la première responsabilité, c'est celle de ce gouvernement. C'est celle de François Hollande, de Manuel Valls, qui se sont entêtés à mener une politique de droite au nom de la gauche. Et donc on est dans la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, d'abord en raison de cette cacophonie et de c'est plus qu'une cacophonie, c'est une responsabilité. Mais on voit que vous n'arrivez pas à capitaliser, c'est Emmanuel Macron qui capitalise dans cette campagne. Il y a même des communistes qui le rejoignent comme Robert Rue, c'est dire. On parle de vote utile, le seul vote utile serait Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. D'abord, je pense qu'il y a une bonne machine médiatique qui est en route pour nous expliquer que le seul vote utile serait celui d'Emmanuel Macron, qui bénéficie de soutien dans le monde de la finance, dans le monde médiatique, effectivement, que nous n'avons pas. Mais je crois que Jean-Luc Mélenchon et nos forces politiques mènent une bataille pour redonner des couleurs à la gauche, pour redonner du sens à la politique, pour faire advenir une nouvelle République, et que c'est une bataille d'idées, une bataille de conviction, et je pense qu'elle peut porter ses fruits. Clémentine Autain, qui est l'invitée de Territoire d'Info ce matin sur Public Sénat et Sud Radio. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, le 18 mars, grande marche pour la 6e République, vous venez d'en parler, précisément. La dernière fois, ça n'a pas été un très grand succès, alors est-ce que vous en attendez beaucoup ? La dernière fois, vous plaisantez ? Il y a 5 ans ? Ça a été considérable. On a été débordés. On n'avait jamais imaginé qu'il y aurait autant de monde. On n'en a pas beaucoup reparlé. Vous avez tort. La 6e République n'est pas arrivée comme une évidence. Nous n'avons pas gagné la dernière présidentielle. Je vous l'accorde, c'est vrai. Nous n'avons pas gagné comme une évidence. Nous n'avons pas gagné la dernière présidentielle. Montebourg, personne n'avait repris. Et je pense qu'il y a lieu d'ailleurs de le regretter en matière démocratique, parce que quand on voit le spectacle politique qui était dans votre zapping et dont on me parle tous les jours, je vous assure que ça nous aurait donné un petit peu d'air, parce que chacun peut constater que cette 5e République est totalement à bout de souffle. Est-ce que c'est la 5e République qui est à bout de souffle, ou est-ce que ce sont les élus qui sont à bout de souffle ? Est-ce qu'on n'a pas envie d'une autre forme d'élus ? C'est là-dessus, je reviens sur Emmanuel Macron, mais c'est là-dessus qu'il capitalise. Il ne capitalise pas, on fait sauter la 5e République. Je pense qu'il faut changer de régime institutionnel, parce qu'il ne faut pas simplement condamner des hommes, des personnes, mais bien comprendre dans quel système politique ces hommes se retrouvent en situation de pouvoir. Et donc, il faut changer les règles du jeu démocratique. C'est ce que nous proposons. Mais quitte à créer une instabilité. Quitte à créer une instabilité. La 5e République est celle qui a créé une grande stabilité. Mais vous trouvez que c'est stable, là, ce qui se passe, sérieusement ? Non, mais une nouvelle constituante que vous appelez de vos voeux, c'est tout à fait respectable, mais sur un quinquennat qui ne fait que 5 ans, est-ce que ça va résoudre ? Parce que les problèmes d'urgence, probablement pour les Français, c'est le chômage, peut-être la sécurité, les questions du terrorisme. Mettre au point une, est-ce que c'est une priorité pour les Français ? Honnêtement, ça va prendre du temps, ça va être compliqué. Est-ce que c'est considéré comme une priorité ? Pour l'instant, ça fait 30 ans qu'on mène les mêmes politiques, donc on a pris beaucoup de temps pour faire une politique qui aujourd'hui amène un chômage de masse, à une République qui est totalement exsangue, qui n'a plus d'autorité et de légitimité aux yeux du grand nombre. Donc oui, l'idée qu'on va prendre un petit peu de temps pour redéfinir les règles démocratiques, et pas simplement à l'Assemblée nationale. Ce qu'on veut toucher, c'est la Constitution, pour y mettre de nouveaux droits qui peut toucher au droit au logement ou au droit à l'avortement, mais aussi la démocratie sociale, parce que c'est dans l'entreprise que se jouent beaucoup de choses. Donc remettre à plat tout cela me paraît être une bonne chose. Il faut le non-cumul des mandats, il faut un certain nombre de nouvelles règles, parce que ce qu'on a vu avec l'emploi d'assistants parlementaires issus de la famille, il faut qu'il y ait des règles posées, que ce ne soit plus possible, tout simplement. Les conflits d'intérêts tels qu'on les voit au jour le jour. Bon, et vous pouvez mobiliser les Français sur une marche. Là, nous allons mobiliser les Français autour d'une marche, d'une manifestation, avec un discours de notre candidat qui va poser de nouvelles règles pour une nouvelle République, oui. Mais on veut conscientiser aussi.
On veut conscientiser sur cet enjeu républicain absolument. C'est fait pour marquer les esprits. Mais est-ce que c'est parce qu'on passerait une 6e République que pour autant on augmenterait le pouvoir d'achat des Français ou qu'on arriverait à une sorte d'égalité sur les retraites? Non, mais j'en reviens au programme d'Emmanuel Macron qui a insisté hier soir sur le fait qu'il voulait un seul régime de retraite, donc la fin des régimes spéciaux. La même chose pour le privé, le public et les indépendants. Il dit c'est ça l'égalité. Alors vous qui êtes soutien de Jean-Luc Mélenchon, c'est quoi l'égalité en matière de retraite? L'égalité, ça ne veut pas dire tous la même chose et ça ne veut pas dire la retraite à point et le libéralisme dans tous les domaines. On a bien vu que le libéralisme économique, il n'apportait pas l'égalité. Donc je pense qu'il prend les choses d'une mauvaise manière et qui sont en tout cas... je pense qu'Emmanuel Macron, profondément, est le candidat qui va poursuivre les politiques telles qu'elles sont menées depuis 30 ans, aussi bien à l'échelle européenne que davantage de libéralisme économique, la retraite par points, puisque vous parlez de la question des retraites, mais aussi la réduction des dépenses publiques qui fait tant de mal à nos territoires et à l'égalité. Parce que le fils spirituel la réduction, je vais vous dire, la réduction des dépenses publiques, moi qui suis élue de Sevran, je la vois très très concrètement. Ce sont des baisses très concrètes en matière de services publics qui sont, qui sont lésés, etc. Donc moi je ne sais pas où ils les prennent tous. Fillon, 500 000 fonctionnaires en moins. Emmanuel Macron, c'est 120 000 fonctionnaires en moins. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'ils les prennent. On est exempt dans les hôpitaux. On a des problèmes dans de très nombreux domaines pour faire fonctionner tout simplement l'égalité, le service minimum que nous devons à nos concitoyens. Donc ces politiques-là m'inquiètent profondément et je crois que nous avons besoin de renverser la table, non pas pour faire ça, François Fillon dit mais pour mettre un peu plus de justice sociale dans les politiques menées. François Fillon dit ce matin, puisqu'il présente son projet, effectivement, je persiste et je signe, 500 000 fonctionnaires de moins, hausse de la TVA pour baisser les charges qui pèsent sur les salaires. Je suis le seul à proposer un programme de rupture et c'est nécessaire parce qu'on a une dette colossale. Vous nous parliez du pouvoir d'achat, ce que je peux vous dire, c'est que sur le pouvoir d'achat, si vous augmentez la TVA, ça ne va pas être joli. Donc c'est une mesure qui est contraire à l'intérêt du grand nombre et du peuple. Pour ce qui concerne le choix de Jean-Luc Mélenchon, que je soutiens, mais vraiment de ce point de vue, c'est que qu'est-ce qui constitue la dette? C'est la récession économique. Aujourd'hui, on a des politiques publiques qui conduisent à la récession économique. Et cette récession économique, non seulement elle crée des inégalités sociales et territoriales, mais en plus, elle nourrit la dette. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire que la dette explose, le chômage explose, la précarité explose. Donc ce que nous proposons, c'est la relance de l'économie en augmentant les bas salaires et en investissant dans la transition écologique en particulier, mais aussi dans le bien commun. Vous savez qu'on a des besoins considérables qui ne sont pas satisfaits. Et si nous relançons ainsi l'économie, alors nous arriverons à diminuer la dette. Mais la dette, ça dépend quelle dette. Pourquoi faire? Comment on la contient? Comment on renégocie avec les banques? Comment l'Union européenne repart sur de nouvelles bases? Et je vous assure que si on a pour boussole la justice sociale, l'égalité et surtout le partage des richesses, on arrivera à des résultats très différents. Gilles Leclerc, sans transition, autre question. Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée, par exemple, il supprime l'état d'urgence qui existe aujourd'hui? Moi, je ne crois pas que l'état d'urgence, aujourd'hui, nous aide à lutter contre le terrorisme. Je le dis très franchement, ce dont nous avons besoin, c'est d'investir dans le renseignement. Ça suppose de l'humain. Nous avons besoin d'avoir des cellules d'écoute. Je vous le disais tout à l'heure, je suis élue de Sevran. L'état d'urgence, ça gêne les libertés, c'est un peu ce que vous dites aujourd'hui? Oui, c'est utiliser l'état d'urgence pour pénaliser les mouvements sociaux, on le voit. Et je ne vois pas en quoi cela permet de mieux lutter contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, c'est sur le terrain, c'est de l'humain, c'est du partage des expériences, des familles qui sont en souffrance et qui voient parfois leurs enfants dériver, comment on arrive à les protéger, comment on arrive à empêcher leur départ. C'est sur ça qu'il faut travailler finement et non pas par un état d'urgence qui en fait ne permet pas tout simplement de lutter contre le terrorisme. Vous êtes une militante de la cause des femmes, vous avez fait allusion tout à l'heure, je parle du droit à l'avortement, vous voulez l'inscrire dans la Constitution. Pourquoi? C'est parce que au fond vous avez des inquiétudes que d'autres candidats éventuellement pourraient... Oui, j'ai des inquiétudes. Revenir sur ce droit. Oui, j'ai des inquiétudes parce qu'il y a ce climat de la manif pour tous, parce qu'il y a eu la victoire de Trump et on sait que pour les femmes, c'est une perspective assez catastrophique. Donc, on a besoin de constitutionnaliser ce droit et de donner les moyens publics pour que les centres IVG ne ferment pas. Vous voyez, le libéralisme économique dans les hôpitaux, ça a des conséquences très concrètes sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Justement, Clémentine Autain, une femme en politique, vous êtes élue de Sevran, conseillère régionale d'Île-de-France. Jean-Luc Mélenchon et les femmes, tout un sujet, dans la campagne électorale. Comment il est par rapport à elle? Comment il se comporte dans la campagne avec ses porte-paroles féminins? On l'entend peu sur ce sujet. Comment ça, vous voulez qu'il vous raconte comment il se comporte? Non, je veux dire, quel est son rapport aux femmes? Dans son programme, par exemple, est-ce qu'il prendrait une femme Premier ministre? Et pourquoi pas? Ce que je peux vous dire, c'est que vous en parlez avec lui, voilà.
oui, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Bien sûr que c'est un sujet dont j'ai parlé très très souvent. Et d'une femme Premier ministre possible ? Bien sûr, je pense que c'est tout à fait possible. Et surtout, je pense que Jean-Luc Mélenchon a le programme le plus féministe. Il a le programme le plus cohérent du point de vue de l'avancée des droits des femmes. Et ça, c'est le plus important, je vous assure. Quel que soit, voilà, après, je ne sais pas bien quelle est votre question. Non, juste c'était pour savoir si vous comment trouvez ils se comportent avec les femmes. Je n'ai pas fait une expertise sur la question. Est-ce que vous trouvez que, sur le plan politique, les femmes comptent dans son programme ? Est-ce qu'il y a des avancées ? Voilà, c'est ça. Je sais qu'il est entouré de femmes pour mener cette campagne et je crois très sincèrement que l'audace, l'ambition qu'il a dans son programme est la meilleure clé pour lutter contre les inégalités hommes-femmes. Oui, je crois. Merci Clémentine Autain, conseillère régionale d'Île-de-France, soutien de Jean-Luc Mélenchon. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci.